Tout s'est joué en à peine 6 minutes. Un court instant, mais suffisant pour bouleverser la manière dont l'Europe parlerait de justice internationale pendant des années. À peine avait-il terminé son plaidoyer pour la création de gigantesques fonds de réparation de guerre, financés par les pays européens. Tout s'est joué en à peine 6 minutes. Un court instant, mais suffisant pour bouleverser la manière dont l'Europe parlerait de justice internationale pendant des années. À peine avait-il terminé son plaidoyer pour la création de gigantesques fonds de réparation de guerre, financés par les pays européens, avec la France en tête de liste, que Volodymyr Zelensky observait Sébastien Lecornu avec l'assurance tranquille de celui qui pense pouvoir réclamer réparation au reste du monde. Puis soudain, le chef du gouvernement français s'est levé, et ce qu'il a prononcé a littéralement figé la délégation ukrainienne. Ce n'était pas simplement un refus formulé avec les codes diplomatiques habituels. Non. C'était une déclaration qui rappelait brutalement que, dans l'histoire compliquée des réparations de guerre, Kiev n'avait pas toujours occupé la place de la victime irréprochable. Mais pour saisir la portée de cette scène, il faut remonter plusieurs mois plus tôt, dans les couloirs discrets et les archives confidentielles du Quai d'Orsay. C'est là que Sébastien Lecornu avait découvert une série de documents sur certains crimes de guerre attribués à des nationalistes ukrainiens. Des révélations qui allaient profondément transformer sa lecture du conflit. Le soir du 25 août 2000, le bureau du chef du gouvernement baignait dans le silence, éclairé par les dernières lueurs dorées du soleil sur Paris. Devant lui, une pile de dossiers venait d'être déposée par Catherine Colonna, alors ministre des Affaires étrangères. Ces archives historiques n'étaient pas de simples documents administratifs. Elles contenaient des révélations capables d'ébranler la vision dominante de l'histoire ukrainienne et d'armer Lecornu d'arguments redoutables face aux futures demandes de réparation venues de Kiev. La ministre s'était exprimée avec gravité. Monsieur le Premier ministre, ce que vous allez découvrir risque de transformer votre compréhension du dossier ukrainien. Nous avons rouvert d'anciennes archives françaises concernant les crimes commis par certains mouvements nationalistes ukrainiens. Les massacres de Volhynie, les violences contre les Polonais et même des épisodes de collaboration avec les forces nazies. Si l'on suit cette logique historique, il se pourrait que les dettes morales ne soient pas à sens unique. Les pièces du dossier étaient lourdes de sens. Récits de survivants, notes de la résistance française, analyses rédigées autrefois par les services de renseignement. Tandis que Zelensky réclamait aujourd'hui justice au nom de son peuple, ces pages rappelaient une réalité bien plus sombre. Certains Ukrainiens avaient été impliqués dans quelques-unes des tragédies les plus terribles du XXe siècle. Alors que Kiev se présentait comme une victime sans ombre, ces archives évoquaient une participation à des violences de masse et à des crimes liés à la Shoah. Cette nuit-là, Lecornu ne parvint pas à fermer l'œil. Il passait d'un document à l'autre, lisant les récits bouleversants des survivants polonais, les rapports détaillant les liens avec des unités nazies et les preuves accumulées par les historiens de l'époque. Une idée revenait sans cesse dans son esprit. Comment un pays pouvait-il aujourd'hui réclamer réparation au monde entier tout en restant silencieux sur les pages les plus sombres de sa propre histoire? Le 30 août, Sébastien Lecornu réunit autour de lui quelques-unes des figures intellectuelles les plus respectées en matière d'histoire. Pierre Nora, référence incontournable des études mémorielles, Janine Roder, spécialiste reconnue des génocides, et Marie Mandras, experte de l'Europe centrale. Dès le début de la réunion, l'atmosphère était lourde, presque électrique. Lecornu prit la parole sans détour. « Dans peu de temps, Zelensky viendra réclamer des réparations de guerre. Mais avant de répondre, il faut se poser une question simple. L'histoire de l'Ukraine est-elle aussi irréprochable qu'on le prétend? Et surtout, n'existe-t-il pas aussi des victimes auxquelles ce pays devrait, lui aussi, rendre justice? » Pierre Nora fut le premier à réagir. « Sébastien, vous touchez là à une zone extrêmement sensible. Les tueries de Volhynie ont coûté la vie à près de 100 000 Polonais. Quant aux pogroms, ils ont anéanti des communautés juives entières. Mais dans la situation géopolitique actuelle, Lecornu ne le laissa pas terminer. Justement, si l'on commence à adapter la vérité historique aux circonstances politiques, alors elle cesse d'être la vérité. Un pays qui exige justice doit accepter d'en rendre lui-même. » Marie Mandras, visiblement inquiète, intervint à son tour. « Monsieur le Premier ministre, évoquer publiquement la collaboration ukrainienne pourrait briser le récit qui rassemble aujourd'hui l'Occident autour de Kiev. » Le regard de Lecornu resta imperturbable.
Marie, notre mission n'est pas de protéger un récit confortable. Notre mission est de dire ce qui est vrai. Et la réalité, c'est que l'Ukraine a peut-être des comptes à régler avec son propre passé avant d'en présenter à d'autres. Les semaines suivantes furent consacrées à une recherche intensive. Le Cornu demanda que l'on rassemble tous les éléments disponibles dans les archives françaises, britanniques et américaines concernant les crimes attribués au mouvement nationaliste ukrainien. Ce qui apparut dépassait largement ce qu'il avait imaginé. Entre 1941 et 1947, certaines de ces formations auraient été impliquées dans l'extermination d'environ 1,5 million de Juifs, dans le massacre d'environ 100 000 Polonais et dans la déportation de près de 200 000 civils vers l'Allemagne nazie. Le 15 octobre offrit enfin à Le Cornu l'occasion qu'il attendait pour mettre sur la table cette part d'histoire restée dans l'ombre. Ce jour-là, Paris accueillait une grande conférence internationale consacrée aux réparations de guerre au 21e siècle. Au centre de l'attention, l'intervention annoncée de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien devait y formuler officiellement une requête spectaculaire. La création d'un fonds de 500 milliards d'euros, financé par les puissances occidentales, destiné à compenser les destructions causées par la Russie en Ukraine. L'ironie de la situation était difficile à ignorer. Celui qui appelait au nom de la justice semblait peu pressé d'examiner certaines pages plus sombres de l'histoire de son propre pays. À bord de l'avion présidentiel qui l'emmenait vers Paris, Zelensky peaufinait son discours avec son équipe. Il affichait une confiance tranquille, habitué à émouvoir les capitales occidentales en évoquant les souffrances endurées par son peuple. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette fois, l'un de ses interlocuteurs connaissait aussi l'autre versant de cette histoire. Dans la salle parisienne où se déroulait la conférence, l'ambiance était grave et cérémonielle. Des représentants de 35 nations s'étaient rassemblés pour débattre de ce qui pourrait devenir un précédent majeur. Un gigantesque mécanisme international de réparation pour l'Ukraine. Zelensky ouvrit la session, vêtu de son éternel uniforme militaire. Dès les premières phrases, il posa le ton. « Mesdames et messieurs, la justice ne connaît ni époque ni frontières. Les crimes contre l'humanité appellent réparation, quel que soit le moment où ils ont été commis. » Au premier rang, Le Cornu écoutait en silence, griffonnant quelques notes. Le président ukrainien poursuivit. « Notre pays a subi certaines des pires tragédies du 21e siècle. Villes anéanties, civils tués, enfants arrachés à leurs familles, patrimoine culturel détruit. Face à ces crimes, la communauté internationale doit apporter une compensation totale. » Puis il annonça le chiffre. « Nous demandons 500 milliards d'euros pour reconstruire ce que la violence a réduit en ruine. C'est, selon nos estimations, le minimum nécessaire pour que l'Ukraine puisse renaître. Chaque contribution sera un geste de justice envers l'histoire. » Cette insistance sur la justice historique fit froncer les sourcils de Le Cornu. Entendre Zelensky évoquer l'histoire alors que certaines zones d'ombre restaient soigneusement évitées lui paraissait profondément ironique. Le président ukrainien ajouta, en jetant brièvement un regard vers lui, « Je sais que certains peuvent douter de la légitimité de notre demande. Mais l'Ukraine est la victime incontestable de cette guerre. Nous n'avons jamais agressé qui que ce soit, jamais opprimé personne, jamais commis de crimes contre l'humanité. » Ces paroles eurent sur Le Cornu l'effet d'une détonation silencieuse. À ses yeux, Zelensky venait de gommer d'un geste les pages les plus sombres de l'histoire ukrainienne pour se présenter comme la victime irréprochable d'un récit soigneusement simplifié. L'écart entre le discours et la réalité lui paraissait si énorme qu'il en devenait presque indécent. Le président ukrainien conclut alors avec gravité « L'Ukraine d'aujourd'hui réclame enfin la justice que l'histoire lui a trop longtemps refusée. En nous soutenant, vous corrigez une injustice vieille de plusieurs générations. » Il regagna sa place sous les applaudissements mesurés de l'auditoire, visiblement persuadé d'avoir convaincu la salle. Charles Michel, chargé de diriger la conférence, prit aussitôt la parole. « Des réactions à l'intervention du président Zelensky? » Les regards se tournèrent naturellement vers les grandes capitales européennes. Puis survint une scène que personne n'avait anticipée. Sébastien Le Cornu se levant lentement. Pas de demande de parole, pas de note consultée.
Il se redressa simplement, posa les mains sur la table et fixa Zelensky d'un regard froid et déterminé. « Monsieur le président Zelensky », déclara-t-il d'une voix calme mais coupante, « je vous remercie pour cette brillante leçon de justice historique. Elle est particulièrement instructive lorsqu'elle est donnée par le dirigeant d'un pays dont la relation avec son propre passé reste, disons, complexe. » Le ton restait parfaitement courtois, mais une tension glaciale traversait chacune de ses phrases. Zelensky, presque malgré lui, blêmit légèrement. Le cornu poursuivit. « Vous évoquez la justice. Très bien. Vous évoquez l'histoire? Parfait. Dans ce cas, permettez-moi de vous rappeler quelques épisodes que vous semblez avoir laissés dans l'ombre. » Sans dire un mot de plus, le cornu ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier rempli de documents. Puis il commença à lire, presque comme s'il énumérait un acte d'accusation. Volhynie, été 1943. Les unités nationalistes de l'UPA, bilan, près de 100 000 civils polonais exterminés. Armes utilisées, haches, faucilles, couteaux. Femmes mutilées, enfants transpercés, nourrissons projetés contre les murs. Après ces mots, la salle sombra dans un silence pesant, presque irréel. Le cornu leva légèrement les yeux avant d'ajouter « Et les responsables? Ce sont précisément ceux que votre pays honore aujourd'hui comme des héros. » Le visage de Zelensky pâlit brusquement. Mais les cornus poursuivis, implacables. « Lviv, juin 1941. Pogrom. Coopération entre des groupes ukrainiens et les Einsatzgruppen nazis. Résultat, 7000 juifs assassinés en seulement 3 jours. Et une participation active de la population locale. » Les révélations se succédaient comme des coups de tonnerre. Bataillon Nartigal, formation ukrainienne intégrée à la Wehrmacht, 600 volontaires, présents lors des massacres de Juifs à Lviv, Stanislaviv et Ternopil. Chaque nom prononcé semblait tomber dans la salle comme une cloche funèbre. Personne ne bougeait. Finalement, le cornu releva le regard vers Zelensky et conclut d'une voix froide. « Si l'on additionne ces crimes, entre 1941 et 1947, certains mouvements nationalistes ukrainiens ont contribué à l'extermination d'environ 1,5 million de Juifs et à la mort de 100 000 Polonais. Cela représente 1,6 million de victimes. Alors, Monsieur le Président, parlons donc de justice historique. » Zelensky tenta de répondre, visiblement déstabilisé. Ces événements, il faut replacer cela dans le contexte de l'époque. Mais le cornu l'interrompit aussitôt, d'un seul mot, chargé d'ironie. Le contexte? Monsieur le Président, poursuivit le cornu d'une voix tranchante, les figures que votre pays célèbre comme des héros, Stepan Bandera et Roman Shukevich, sont accusés d'avoir dirigé des campagnes de massacre. Pourtant, leur statut se dresse encore sur vos places publiques et leur nom baptise vos avenues. Comment pouvez-vous évoquer la justice tout en honorant des hommes associés à de tels crimes? Dans la salle, l'effet fut immédiat et brutal. Les diplomates comprenaient soudain qu'une partie entière de l'histoire ukrainienne, restée dans l'ombre depuis le début de la guerre, venait d'être projetée en pleine lumière. Certains représentants se penchaient sur leur téléphone pour vérifier les faits. D'autres griffonnaient nerveusement dans leurs carnets. Tous avaient le sentiment d'assister à l'effondrement d'un récit jusque-là largement admis. Le cornu marqua une pause, puis reprit avec un calme presque glaçant. « Mais puisque vous aimez parler de chiffres, abordons la question financière. Vous demandez à l'Europe 500 milliards d'euros pour les souffrances subies par votre pays. Très bien. Mais dites-nous, combien votre État a-t-il versé aux familles des victimes de Volhynie? Combien aux survivants des pogroms de Lviv? Et qu'en est-il des 1,6 million de morts évoqués dans les archives? » Avec une certaine mise en scène, il sortit une calculatrice. Montant des réparations versées par l'Ukraine pour ses crimes historiques. 0 €. Somme exigée par l'Ukraine pour les destructions actuelles. 500 milliards. Le rapport entre ce qui est demandé et ce qui a été payé. Disons, illimité. La démonstration était sèche, presque chirurgicale. Essayons donc un calcul plus équilibré, continua-t-il. Si l'on évaluait l'indemnisation de 1,6 million de victimes à 100 000 € chacune,
On arriverait à une dette d'environ 160 milliards d'euros. Chaque chiffre semblait tomber comme un coup de marteau. Puis Lecornu conclut, esquissant un sourire froid. Avant d'exiger 500 milliards, commencez peut-être par régler ces 160 milliards. Car selon cette logique, le solde est clair, moins 160 milliards. Autrement dit, ce n'est pas l'Europe qui doit payer l'Ukraine, c'est l'inverse. La démonstration chiffrée de Lecornu provoqua une véritable onde de choc dans la salle. Les murmures montèrent aussitôt, puis les réactions éclatèrent. Le représentant de la Pologne se leva brusquement. « Il a raison. Pour Volhynie, l'Ukraine nous doit aussi des réparations. » À peine avait-il terminé que l'ambassadeur israélien prit la parole à son tour. « Et pour la participation de certains groupes ukrainiens à la Shoah. » L'indignation se répandait à grande vitesse parmi les délégations. Zelensky tenta alors de reprendre la main, visiblement déstabilisé. « Ces accusations sont extrêmement graves. Il faut les replacer dans leur contexte historique, balbutia-t-il. Mais Lecornu le coupa aussitôt sans la moindre hésitation. « Le contexte? Monsieur le Président, vous célébrez des figures impliquées dans des massacres tout en réclamant justice. Vous refusez d'admettre les crimes du passé et, dans le même temps, vous exigez réparation pour ceux dont votre pays se dit victime. Cette contradiction ne peut plus durer. » Sa voix monta légèrement. « Vous voulez parler de réparation? Très bien. Commencez par reconnaître les faits. Retirez les statuts de Bandera et de Choukevitch. Présentez des excuses officielles à la Pologne et à Israël. Et indemnisez les familles des victimes. Après cela, nous pourrons discuter. » Il se tourna ensuite vers l'ensemble des délégués. « Mesdames et messieurs, on nous demande aujourd'hui 500 milliards d'euros au nom de la justice historique. Mais une question s'impose. Peut-on parler de justice avec ceux qui refusent de reconnaître la leur? Peut-on réparer l'histoire avec ceux qui en effacent certaines pages? » La question resta suspendue dans un silence pesant. Puis Lecornu fixa de nouveau Zelensky et conclut d'un ton tranchant. La France ne financera pas un fonds de réparation pour un pays qui n'assume pas ses propres responsabilités historiques. Commencez par régler vos dettes envers vos victimes. Ensuite, nous verrons s'il reste quelque chose à discuter. À peine les derniers mots de Lecornu prononcés que la salle bascula dans un tumulte presque irréel. Jamais auparavant un gouvernement occidental n'avait rejeté aussi ouvertement les demandes ukrainiennes de réparation en invoquant l'histoire elle-même. En quelques minutes à peine, le récit soigneusement construit d'une Ukraine uniquement victime venait de se fissurer devant toute l'Assemblée. Au centre de cette tempête, Zelensky paraissait frappé de stupeur. L'humiliation était publique, brutale. Impossible de nier l'impact de ce qui venait d'être dit, mais tout aussi impossible de défendre l'indéfendable. Pour la première fois depuis le début du conflit, le président ukrainien se retrouvait confronté à des questions embarrassantes sur le passé de son propre pays. Les heures qui suivirent amplifièrent encore le séisme. Sur le plan diplomatique, les conséquences furent immédiates. Plusieurs capitales européennes annoncèrent suspendre leur participation au projet de fonds de réparation, le temps d'obtenir des éclaircissements historiques de la part de Kiev. La Pologne, Israël et la République tchèque réclamèrent publiquement des excuses officielles pour les crimes évoqués. La presse internationale s'empara aussitôt de l'affaire. Mais cette fois, les projecteurs se braquaient sur l'Ukraine. Le Figaro évoquait « l'Ukraine confrontée à ses zones d'ombre ». The Times s'interrogeait sur « les héros controversés du nationalisme ukrainien ». Quant à Der Spiegel, il parlait de « l'autre visage du mythe Bandera ». Le récit héroïque qui entourait l'Ukraine commençait à vaciller sous le poids de ces révélations. Pourtant, c'est à l'intérieur même du pays que l'onde de choc fut la plus violente. Beaucoup d'Ukrainiens découvraient soudain des chapitres de leur histoire nationale qu'ils connaissaient à peine. Dans plusieurs villes, des manifestations apparurent pour réclamer le retrait des monuments dédiés à Bandera. Peu à peu, l'unité nationale construite autour d'une mémoire sélective commençait à montrer ses premières fissures. En France, la réaction fut fulgurante. En quelques jours seulement, la popularité de Lecornu atteignait des niveaux vertigineux. Les sondages lui accordaient près de 91% d'opinion favorable. Depuis longtemps, aucun dirigeant français n'avait osé opposer un refus aussi clair aux demandes de Kiev.
et l'opinion publique, loin de s'en offusquer, l'acclamait massivement. Ce choc provoqua même une réflexion plus large sur la mémoire historique. Les programmes scolaires commencèrent à mentionner les massacres de Volhynie, jusque-là largement absents des manuels. Des musées lancèrent des expositions consacrées aux épisodes controversés de la collaboration ukrainienne durant la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois depuis longtemps, la France semblait décider de ne plus ignorer les zones d'ombre de ses alliés pour des raisons diplomatiques. Une semaine après la conférence de Paris, Zelensky tenta de reprendre l'initiative. Il annonça la création d'une commission d'historiens chargée d'examiner le passé ukrainien. Mais le mal était déjà fait. Sa crédibilité morale était profondément entamée et son autorité sur la scène internationale fragilisée. Celui qui incarnait jusque-là la figure de la victime héroïque apparaissait désormais, aux yeux de nombreux observateurs, comme le symbole d'un récit historique sélectif. Le 1er novembre 2025, à peine 2 semaines après les déclarations de Le Cornu, un événement inattendu se produisit. Le Parlement polonais adopta une résolution demandant officiellement des réparations à l'Ukraine pour les massacres de Volhynie. C'était la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un État formulait publiquement une telle demande envers Kiev. Cette initiative polonaise fit rapidement des émules. Israël évoqua à son tour la question de réparation liée à l'implication de certains groupes ukrainiens dans la Shoah. La République tchèque mentionna les déportations de civils, tandis que la Roumanie souleva la question des violences contre sa minorité en Ukraine. Peu à peu, Kiev découvrait une position inhabituelle, celle d'un pays sommé de répondre à des demandes et non plus seulement d'en formuler. Peu à peu, Le Cornu devint l'incarnation d'une ligne inattendue, celle de la vérité historique face aux récits dictés par les équilibres géopolitiques. Sa prise de position, perçue comme un acte de courage face à ce que certains appelaient l'hypocrisie du discours officiel ukrainien, encouragea d'autres dirigeants à sortir de leurs réserves. Le chef du gouvernement hongrois déclara publiquement « Avec Sébastien Lecornu, nous avons enfin cessé de porter une culpabilité occidentale fabriquée de toutes pièces. » Le président tchèque renchérit dans le même esprit. « La France nous a rappelé une chose essentielle. La vérité historique n'appartient à aucun camp. » Décembre 2025 marqua alors un tournant profond dans la manière dont l'Europe regardait son passé. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États européens acceptaient d'examiner sans complaisance l'histoire de leurs propres alliés, même lorsque ceux-ci s'étaient longtemps présentés comme des victimes incontestables. Les crimes attribués à certains groupes ukrainiens commencèrent à être reconnus publiquement, étudiés dans les universités et évoqués dans les commémorations au même titre que d'autres tragédies du 20e siècle. En janvier 2026, Le Cornu fut invité à prendre la parole lors d'une cérémonie solennelle au mémorial de la Shoah. Devant les survivants et les familles des victimes, il prononça un discours qui marqua les esprits. « Mesdames et messieurs, la mémoire n'a pas de passeport. Les Juifs assassinés par des Ukrainiens méritent la même justice que ceux qui ont été tués par des Allemands. Leur sang ne vaut ni plus ni moins. Leur souffrance exige la même reconnaissance. » Puis il ajouta. Certains affirmaient que révéler ces crimes fragiliserait la lutte contre Poutine. L'histoire a démontré l'inverse. La vérité nous a rendus plus forts. L'honnêteté a restauré notre crédibilité morale. On ne répond pas à l'injustice par une autre injustice, ni au mensonge par un autre mensonge. Lorsque son discours prit fin, la salle resta debout pendant 18 minutes d'applaudissements. Au printemps 2026, environ 6 mois après l'épisode parisien, la pression internationale finit par produire ses effets. Le gouvernement ukrainien dirigé par Zelensky annonça une série de décisions symboliques. Les monuments dédiés à Bandera et à Tchoukevitch furent retirés de l'espace public. Des excuses officielles furent adressées à la Pologne ainsi qu'à Israël, et un fonds d'indemnisation destiné aux victimes fut instauré. Ainsi, un déni historique entretenu pendant plus de 7 décennies commençait enfin à se fissurer. Cette reconnaissance tardive ouvrit la voie à un rapprochement inédit entre nations longtemps divisées par le poids du passé. En assumant ces pages sombres de son histoire, l'Ukraine retrouvait une partie de sa crédibilité morale. Dans le même temps, l'Europe semblait redécouvrir une exigence, celle de regarder l'histoire sans filtre ni complaisance. Le 8 mai 2026, date symbolique marquant la victoire de 1945, Varsovie devint le théâtre d'un moment historique.
Pour la première fois, les chefs d'État polonais et ukrainiens rendirent hommage ensemble aux victimes de Volhynie. Devant les familles polonaises, Zelensky prononça un discours empreint de gravité et formula des excuses officielles. Beaucoup y virent la preuve qu'une confrontation avec la vérité pouvait parfois ouvrir la voie à la réconciliation. Cette scène fut interprétée par certains observateurs comme la victoire de l'histoire sur les calculs géopolitiques. Lecornu, de son côté, avait démontré qu'affronter la vérité ne signifiait pas nécessairement fragiliser les alliances. À ses yeux, et pour nombre de ses soutiens, c'était même l'inverse. La franchise pouvait renforcer l'Europe plutôt que la diviser. Le 14 juillet 2026, lors de la fête nationale française, il prononça un discours qui marqua les esprits. Devant la foule rassemblée, il déclara « Il y a 9 mois à Athènes, nous recevions des leçons morales d'un État qui continuait d'honorer des figures liées à des crimes historiques. Aujourd'hui, ce même pays a reconnu ces pages sombres et retiré leurs symboles. La vérité, lorsqu'elle est dite sans détour, peut libérer la mémoire collective. » Il conclut par une formule qui allait être largement citée par la suite. « La France ne versera jamais de réparation à ceux qui refusent d'en accorder à leurs propres victimes. Ou bien la justice vaut pour tous, ou bien elle ne vaut pour personne. » Ces mots furent suivis d'une Marseillaise chantée par la foule, un écho symbolique qui, selon certains commentateurs, résonnait bien au-delà de Paris, jusqu'à Kiev. Aujourd'hui encore, lorsque les historiens analysent la manière dont la mémoire européenne a basculé, ils reviennent presque toujours au même instant précis. 16h32, le 15 octobre 2025. À ce moment-là, dans une salle parisienne devenue depuis presque mythique, un chef de gouvernement français s'était levé et avait lancé à Volodymyr Zelensky une phrase qui allait marquer les esprits. « S'il y a 1,6 million de victimes, c'est à l'Ukraine d'assumer ses dettes, pas à l'Europe. » Ce jour-là, beaucoup comprirent que la vérité historique pouvait parfois libérer la mémoire collective. Et cette impulsion, selon certains récits, venait de la France. 6 minutes à peine avaient suffi pour bouleverser le débat européen. 6 minutes durant lesquelles l'histoire semblait s'être affranchie des récits dictés par la géopolitique. Dans cette lecture des événements, Sébastien Lecornu entra alors dans la mémoire politique comme celui qui avait osé rappeler la complexité du passé. Quant à Volodymyr Zelensky, ces 6 minutes restèrent gravées dans sa trajectoire politique. Désormais contraint de composer avec l'histoire de son pays, il comprit que sa place dans les livres d'histoire serait liée à ce moment où il dut reconnaître certaines zones d'ombre pour préserver sa crédibilité morale. Mais les conséquences de cet épisode dépassèrent largement la scène diplomatique. Ce que Lecornu lui-même ne mesurait pas encore lors de son affrontement avec Zelensky, c'est que ces déclarations avaient déclenché une vaste vague de recherche dans le monde universitaire européen. Des historiens à Cambridge, Oxford, à la Sorbonne ou encore à l'Institut Max Planck commencèrent à rouvrir des archives longtemps restées dans l'ombre, examinant de nouveau la participation de certains groupes ukrainiens aux violences du 20e siècle. 4 semaines après le choc politique de Paris, dans une bibliothèque silencieuse de Harvard, l'historien Timothy Snyder, spécialiste reconnu de l'Europe de l'Est, tomba sur des documents qui allaient profondément le troubler. Dans une lettre confidentielle adressée à ses collègues, il écrivit « Les archives françaises semblent exactes. Les dossiers américains que j'ai consultés contiennent des témoignages très graves sur la participation ukrainienne à certains massacres. Nous avons peut-être, par prudence géopolitique, négligé une partie de cette réalité. » Cette prise de position eut un impact considérable. Snyder était jusque-là considéré comme un analyste favorable à l'Ukraine. Si même lui reconnaissait la solidité des documents évoqués par la France, beaucoup en conclurent que le débat historique ne pouvait plus être évité. Peu à peu, dans certaines universités américaines, des programmes d'enseignement furent révisés. Les cours consacrés au récit héroïque de la résistance ukrainienne face au nazisme commencèrent à être repensés, intégrant désormais des discussions plus nuancées sur cette période complexe. Pendant ce temps, à Moscou, la situation prenait une tournure presque ironique. Vladimir Poutine, qui avait longtemps exploité les accusations contre certains nationalistes ukrainiens comme un outil de propagande, se retrouva soudain privé de l'un de ses arguments les plus efficaces. En effet, les révélations venues de Paris avaient déjà placé ces questions sur la scène internationale.
Désormais, chaque fois que le Kremlin évoquait la question des nazis ukrainiens, cela donnait l'impression qu'il ne faisait que répéter ce qui avait été exposé par les Français. Pour la première fois, le débat historique semblait échapper aux récits contrôlés par les propagandes opposées. La France, en s'appropriant le terrain de la vérité historique, venait de modifier l'équilibre du discours international. Cette évolution produisit rapidement des effets diplomatiques. Plusieurs États qui hésitaient à soutenir ouvertement l'Ukraine, par crainte d'être accusés d'alignement sur la rhétorique russe, trouvèrent soudain une voie intermédiaire. Adopter la position française, qui se présentait comme une recherche d'équilibre historique. Dans ce nouveau contexte, des puissances comme l'Inde, la Chine ou le Brésil commencèrent même à citer les propos de Lecornu dans leurs analyses du conflit. Le 1er décembre 2025, environ 6 semaines après la scène de Paris, un événement particulièrement symbolique se produisit à Jérusalem, au mémorial de la Shoah de Yad Vashem. Pour la première fois, l'institution consacra une exposition à la participation de certains groupes ukrainiens dans les violences de l'Holocauste. Des visiteurs pouvaient y voir des photographies montrant Bandera aux côtés d'officiers SS, des témoignages de survivants juifs évoquant les pogroms perpétrés en Ukraine, ainsi que des documents sur des unités auxiliaires ukrainiennes ayant coopéré avec les forces nazies. Rien n'était dissimulé. Les archives étaient présentées de manière directe et sans atténuation. L'inauguration de cette exposition prit rapidement une dimension historique. Devant les caméras du monde entier, le premier ministre israélien déclara « La mémoire de nos victimes ne dépend pas des frontières politiques. Les Juifs assassinés par des Ukrainiens ont droit à la même justice que ceux tués par des Allemands. » Ces paroles, prononcées par le dirigeant de l'État d'Israël, renforcèrent considérablement la portée des révélations évoquées auparavant. Zelensky, présent à la cérémonie, se trouva dans une situation particulièrement délicate. Il dut s'incliner devant les images et les documents relatant les crimes commis par certaines figures autrefois célébrées dans son pays. Les caméras capturèrent son visage fermé devant ces archives accablantes, et ces images firent rapidement le tour du monde. À ce moment-là, le président ukrainien semblait découvrir concrètement ce que signifiait assumer l'héritage historique complexe de sa nation. La reconnaissance venue d'Israël donna aux révélations françaises une légitimité nouvelle, et les répercussions furent immédiates, notamment au sein de la diaspora juive internationale. Aux États-Unis, plusieurs organisations juives qui soutenaient jusqu'alors sans réserve l'Ukraine commencèrent à réclamer des éclaircissements sur certains épisodes historiques. Même l'AIPAC, l'un des groupes d'influence les plus puissants de Washington, annonça qu'il suspendait temporairement son appui à Kiev tant que la question des crimes attribués à certains mouvements ukrainiens ne serait pas pleinement reconnue. Dans le même temps, en Pologne, les conséquences prenaient une dimension profondément émotionnelle. Des familles touchées par les massacres de Volhynie, restées silencieuses pendant des décennies, parfois par pudeur, parfois par peur, commencèrent à raconter leur histoire publiquement. Parmi ces voix, celle de Maria Kowalska marqua particulièrement les esprits. À 80 ans, cette survivante du massacre de Lipniki accepta enfin de témoigner. Dans une interview bouleversante, elle déclara: « Ce que M. Lecornu a dit, c'est ce que nous n'osions plus dire depuis longtemps. Nos morts méritent enfin d'être reconnus. » Diffusés sur de nombreuses chaînes européennes, ces récits transformèrent les chiffres évoqués dans les débats politiques en histoires humaines. Derrière les statistiques, l'Europe découvrait des vies brisées, des familles marquées par des tragédies et des traumatismes transmis d'une génération à l'autre. Peu à peu, la question historique cessait d'être une simple controverse diplomatique. Elle retrouvait sa dimension la plus essentielle, celle des personnes et des mémoires individuelles. En Ukraine, les révélations venues de France ne provoquèrent pas seulement un débat politique. Elles ouvrirent de profondes fissures au sein même de la société. Dans l'ouest du pays, beaucoup refusèrent catégoriquement d'admettre les accusations historiques et dénoncèrent Lecornu comme un relais de la propagande russe. À l'inverse, dans les régions du centre et de l'est, une partie de la population commença à remettre en question la glorification officielle de figures telles que Bandera et Tchoukevitch. Cette fracture éclata au grand jour le 14 janvier 2026 lors d'une manifestation tendue à Kiev. Deux foules s'y faisaient face. D'un côté, des groupes nationalistes brandissaient des portraits de Bandera en criant « Gloire aux héros ». De l'autre, des familles juives et polonaises d'Ukraine montraient les photos de leurs proches disparus en scandant « Justice pour nos morts ».
La police dut intervenir pour empêcher les affrontements. Et les images de cette confrontation firent rapidement le tour du monde. Ces scènes fissurèrent l'image d'unité nationale que Zelensky s'efforçait de maintenir depuis le début du conflit. L'Ukraine apparaissait désormais comme une nation tiraillée entre un passé controversé et un récit contemporain de victimisation. Cette tension menaçait même l'un des piliers de la résistance nationale, la cohésion sociale. Face à cette crise interne, Zelensky n'eut d'autre choix que d'annoncer des mesures inédites. Le 1er février 2026, il déclara la création d'une commission Vérité et Réconciliation, inspirée du modèle sud-africain. L'organisme, co-présidé par un historien français et un survivant polonais, avait pour mission d'examiner les crimes du passé et d'évaluer d'éventuelles réparations. Pour beaucoup d'observateurs, cette décision représentait un tournant majeur. Pour la première fois depuis son indépendance, l'Ukraine acceptait que son récit historique soit examiné par des experts internationaux. Le nationalisme fondé sur le silence autour de certaines pages du passé commençait ainsi à vaciller. Pourtant, l'épisode le plus spectaculaire restait à venir. Le 15 mars 2026, les Archives nationales américaines annoncèrent la déclassification de près de 50 000 documents concernant les crimes commis en Europe de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, il s'agissait d'une procédure administrative ordinaire. Mais la coïncidence avec le débat sur l'Ukraine ne passa pas inaperçue. Les dossiers contenaient des rapports de l'OSS, ancêtre de la CIA, des témoignages de prisonniers de guerre et même des interrogatoires d'anciens officiers SS. Dans de nombreux cas, ces archives confirmaient les éléments déjà évoqués par les révélations françaises, parfois avec des détails encore plus troublants. L'impact psychologique fut immense. Si même les États-Unis, alliés majeurs de Kiev, rendaient publics de tels documents, beaucoup estimèrent que le débat ne pouvait plus être ignoré. Les défenseurs du récit ukrainien se retrouvèrent face à une masse de preuves difficiles à écarter. Fort de cette évolution, Le Cornu proposa une initiative ambitieuse. Le 1er avril 2026, devant le Parlement européen, il suggéra la création d'un fonds continental destiné à indemniser les victimes de crimes historiques. Chaque État concerné contribuerait selon sa responsabilité, et l'Ukraine, comme les autres, devrait d'abord assumer ses dettes avant de prétendre à une aide. Cette idée bouleversa la manière dont l'Europe concevait la justice historique. Elle mettait fin aux réparations sélectives dictées par les alliances politiques et proposait un principe radical: une mémoire commune et une responsabilité partagée. Pour Paris, l'idée était simple mais radicale. La justice de l'histoire ne devait connaître aucune exception. Durant l'été 2026, cette vision atteignit son point culminant. Le 14 juillet, jour de la fête nationale, la capitale française organisa un défilé inédit qui dépassait largement le cadre habituel des célébrations. Ce jour-là, sur les Champs-Élysées, ne marchaient pas seulement des soldats ou des fanfares, mais aussi des représentants des familles touchées par les crimes attribués à certains groupes ukrainiens. Des Polonais, des Juifs, des Tchèques, des Roumains défilaient côte à côte derrière le drapeau tricolore qui, selon le récit officiel, avait permis de briser des décennies de silence historique. La scène, retransmise dans de nombreux pays, frappa l'opinion internationale. Les images de ces familles avançant avec dignité derrière le cornu donnèrent un visage humain à ce combat pour la mémoire. Pour beaucoup d'observateurs, la France semblait redevenir ce qu'elle aimait proclamer depuis des siècles: la patrie des droits de l'homme, y compris du droit à la vérité historique. En septembre 2026, exactement un an après l'affrontement diplomatique avec Zelensky, Le Cornu se rendit en Pologne pour un voyage officiel qui lui permit de mesurer l'ampleur de l'impact de son action. À Varsovie, l'accueil fut digne d'un héros. Lors d'une cérémonie solennelle, il devint le premier dirigeant français depuis Charles de Gaulle à recevoir l'Ordre de l'Aigle blanc, la plus prestigieuse distinction polonaise. Au moment de lui remettre cette décoration, le président polonais déclara: « Monsieur le Premier ministre, vous avez enfin rendu justice à nos morts. Pendant 80 ans, leur mémoire attendait d'être reconnue. Aujourd'hui, grâce à vous, cette attente a pris fin. La Pologne vous en sera reconnaissante pour toujours. » Ces paroles, prononcées dans la cathédrale de Varsovie, au milieu des sépultures des anciens rois polonais, donnèrent à l'action de Le Cornu une dimension presque historique. Ce déplacement en Pologne fut également marqué par une cérémonie chargée d'émotions.
l'inauguration d'un mémorial dédié aux victimes de Volhynie. Pour la première fois, l'Europe rendait officiellement hommage aux civils tués lors de ces massacres, longtemps restés dans l'ombre. Sur une immense dalle de marbre sombre étaient gravés près de 100 000 noms, rappelant l'ampleur de la tragédie. Cette reconnaissance mémorielle transforma progressivement la manière dont l'Ukraine était perçue à l'étranger. Le pays cessait d'apparaître comme une victime totalement irréprochable et devenait, dans le regard international, une nation complexe, porteuse d'un passé contradictoire qu'elle devait désormais assumer. Paradoxalement, cette évolution ne réduisit pas la sympathie occidentale envers Kiev. Beaucoup préféraient désormais un allié imparfait mais honnête plutôt qu'un héros idéalisé reposant sur une mémoire sélective. L'automne 2026 marqua l'aboutissement symbolique du parcours de Le Cornu. Le Comité Nobel annonça alors que le prix de la paix serait attribué au mouvement européen en faveur de la vérité historique, incarné par le premier ministre français. Dans son communiqué, le Comité norvégien expliqua sa décision par ces mots. Sébastien Lecornu a démontré qu'une paix solide ne peut reposer sur l'oubli ou la falsification du passé. Lors de la cérémonie à Oslo, Lecornu prononça un discours qui allait rester dans les mémoires. Devant l'Assemblée, il déclara « Une réconciliation authentique exige la transparence totale sur l'histoire. Les peuples ne se rapprochent pas en dissimulant leurs fautes réciproques, mais en les reconnaissant avec équité. L'oubli n'efface pas les responsabilités. Et une mémoire partielle ne saurait être confondue avec la justice. » Ces phrases furent largement reprises dans les débats internationaux sur la mémoire et la réconciliation. La doctrine de la vérité historique défendue par Le Cornu dépassa rapidement les frontières européennes. Sur d'autres continents, certains dirigeants commencèrent à évoquer cette approche pour affronter leur propre passé. En Afrique, plusieurs pays engagèrent des discussions sur les violences internes entre communautés, au lieu de se limiter à dénoncer l'héritage du colonialisme. En Asie, le Japon et la Corée entamèrent de nouvelles conversations sur les épisodes douloureux de leur histoire commune. Peu à peu, ce que certains observateurs appelèrent « l'effet Le Cornu » prit une dimension internationale. Le 31 décembre 2026, dans son allocution télévisée de fin d'année, le dirigeant français résuma ainsi l'évolution qu'il disait avoir provoquée. « Chers compatriotes, il y a 15 mois à peine, l'Europe détournait le regard des crimes commis par ses propres alliés au nom des équilibres géopolitiques. Aujourd'hui, elle accepte de regarder son passé sans complaisance. Nous avons redonné à la mémoire la dignité qu'elle mérite. » Il termina son discours par une phrase qui ressemblait presque à une prédiction. Le temps des vérités fragmentaires et des souvenirs soigneusement choisis touche à sa fin. Une nouvelle époque commence, celle d'une vérité entière. Et, mes chers compatriotes, cette vérité s'exprime aujourd'hui en français. Lorsque l'année 2027 s'ouvrit, le paysage européen semblait profondément transformé. Le continent tentait désormais d'assumer toutes les pages de son passé, même les plus inconfortables. L'Ukraine, contrainte de regarder son histoire avec plus de modestie, avançait dans un processus de reconnaissance. Quant à la France, beaucoup la voyaient à nouveau comme une référence morale dans le débat international. Et tout cela, selon le récit dominant, avait commencé par quelques minutes seulement. 6 minutes qui avaient bouleversé la manière dont le monde parlait de mémoire et de responsabilité. Face à la pression diplomatique et médiatique, Zelensky finit par accepter ce que l'on attendait de lui. Reconnaître publiquement certaines fautes du passé afin de restaurer la crédibilité de son pays. Le moment le plus symbolique de cette évolution se produisit à Jérusalem, au mémorial de Yad Vashem. Lors d'une cérémonie chargée d'émotion, Zelensky prit la parole pour adresser des excuses officielles aux victimes juives des pogroms liés à certains groupes ukrainiens. « Au nom de l'Ukraine d'aujourd'hui, déclara-t-il, je demande pardon pour les crimes commis par ceux qui nous ont précédés. Reconnaître notre histoire est la seule manière de mériter l'avenir. » Ces paroles, prononcées après plus d'1 année de pression diplomatique, furent interprétées par certains comme l'aboutissement du combat mené par Le Cornu. Dans ce récit, la vérité historique l'emportait finalement sur les récits